Bienvenue à tous encore une fois. Heu, je suis donc Gaëlle Vandeput, chargée de logistique pour, l'APCC et aussi pour le SVC. Donc l'APCC qui est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et le SVC, donc le sommet virtuel du climat qui a commencé depuis lundi, donc le 22 novembre et qui se terminera en fin de semaine prochaine, le 3 décembre. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette dernière webconférence de la semaine qui s'intitule Marseille en transition, de la déclaration aux premiers actes. Je laisserai Pierre Ciccialdi, qui est adjoint au maire délégué à la décarbonation à la mairie du 4e secteur de Marseille, présenter tous les autres intervenants. Je vais simplement, dans un premier temps, vous adresser quelques mots sur l'événement. Et en particulier vous rappeler la mission, à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités d'agir, d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous avez pu le voir sur le programme, on a de nombreuses webconf et de nombreux ateliers pendant ces 2 semaines d'événements, et tous tentent de répondre aux 2 questions que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si d'autres interventions sur la semaine prochaine vous semblent utiles pour vous. Donc, cet événement est initié et coordonné par l'APCC et coporté par l'ADEME, l'ABC, donc l'association Bilan Carbone, et la fédération Sinov. Et surtout, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans tous nos soutiens, nos parties prenantes, nos sponsors. Donc, vous voyez actuellement leur logo s'afficher à l'écran une nouvelle fois. Et je tenais aussi à prendre le temps de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes, depuis notamment la première édition du SVC qui avait eu lieu en 2019. Alors, tous les ateliers et toutes les webconférences du SVC sont gratuits. On a vraiment eu à cœur de faire un événement accessible à toutes et tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, je vous mets le lien vers la page de dons sur le site du SVC si vous souhaitez nous soutenir, pardon. Pour les aspects logistiques de la webconf, quelques points à noter avant de démarrer. Simplement vous dire de poser vos questions bien dans l'onglet questions et réponses de Zoom. Donc, c'est là que les intervenants viendront piocher les questions à la fin du webinaire. Et si vous avez juste des commentaires ou des remarques, vous pouvez les faire dans l'onglet discussion. Et attention à bien sélectionner panélistes et participants si vous voulez que tout le monde voit votre commentaire et non uniquement les panélistes qui sont en fait les intervenants. Voilà. Dernière chose, vous dire que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du sommet virtuel du climat. Et comme vous êtes inscrit à cette webconf, vous aurez aussi un mail directement dans votre boîte avec le lien vers le replay dès la mise en ligne. Donc voilà pour les précisions techniques. Alors, si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions pendant la session, pas de panique, vous pourrez recontacter les intervenants a posteriori. Vous aurez leur mail en fait dans le mail de fin de journée. Vous remerciant d'avoir participé à l'événement, vous aurez aussi les contacts du coup des intervenants. Donc, n'hésitez pas à les recontacter si besoin. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, je vais passer la main à Pierre et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Bonjour à tous, je vais démarrer le diaporama et en profiter pour vous lister les intervenants que nous avons aujourd'hui. Donc, moi, je suis Pierre Ciccialdi, c'est moi qui ouvre parce qu'en fait, c'est moi qui ai formulé le souhait de participer au sommet virtuel du climat au nom de la mairie du 4e secteur de la ville de Marseille. Et ce projet s'est transformé, a pris de l'ampleur dans les semaines qui viennent de s'écouler. Et il s'agit en fait de parler pour le compte de la municipalité tout entière. Et donc, nous avons d'autres intervenants qui se sont associés à la démarche, dans les personnes de Gualtaz Morin, qui est chargé de mission auprès de la Direction générale adjointe Ville plus verte et plus durable. Et un autre chargé de mission qui est Félix Blanc, lui auprès du DGS, et qui parlera de bilan carbone de la ville et de la candidature européenne au 100 villes décarbonées à l'horizon 2030. Et nous avons d'autres élus qui sont présents. Éric Méry, qui est délégué à la stratégie patrimoniale et qui parlera aujourd'hui en tant que président de la commission d'appel d'offres des marchés de la municipalité.
Et Anthony Chevalier devait être présent, mais il est souffrant. C'est mon homologue en quelque sorte. Il est collègue élu dans un autre secteur, dans le troisième secteur. Et donc, je présenterai les diapositives qu'il a préparées dans le cadre du bilan carbone de la mairie du troisième secteur de la ville. Nous aurons également Mathilde Chaboche, qui est adjointe au maire à Benoît-Payan, déléguée à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville. J'espère que je fourche pas l'intitulé de sa délégation. Elle nous rejoindra d'ici quelques minutes. Et c'est tout, il me semble. Et puis, nous aurons deux partenaires officiels de la ville, dans les personnes de Timothée Demont pour Massilia Sun System et Barthélemy pour la roue marseillaise, qui est une monnaie locale. Et donc, sans plus attendre, vous voyez bien mon diaporama? Il me semble bien. Hop. Donc, Oui, c'est tout bon, Pierre. voici une carte de Marseille. Et donc, il ne vous échappe pas que la géographie marseillaise est particulièrement étendue, en particulier quand on la compare à Paris et à Lyon. Donc, elle contient, le territoire communal contient les territoires de Paris, qui incluent les Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne, et les territoires de Lyon cumulés, d'accord? Alors qu'on a à peine plus de, enfin, il y a 900 000 habitants sur le territoire communal marseillais. Donc, ça fait 240 km² pour environ 900 000 habitants, d'après le recensement de 2018. Ça fait une densité moyenne de un peu moins de 4 000 habitants en km². Donc, c'est un tiers de la densité de Lyon et un sixième de la densité de Paris. Donc, ça vous donne quand même déjà des billes pour comprendre aussi les difficultés qu'on peut avoir à organiser un territoire aussi étendu que celui de Marseille. Et l'agglomération marseillaise, elle compte un peu plus d'1,5 million d'habitants. Et là, c'est comparable à la ville de Lyon. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais quand même mentionner 3 sujets qui ne vont pas être traités aujourd'hui, mais qui font l'objet d'actions de la municipalité. C'est les mobilités, même si ce n'est pas une compétence stricto sensu communale. Et c'est Audrey Gassion qui porte ces sujets en tant qu'adjointe au maire déléguée aux mobilités à la ville de Marseille. Également l'agriculture urbaine qui est portée politiquement par Aïcha Sif à la ville de Marseille. J'ai un problème avec PowerPoint, donc je pense que je vais devoir quitter et réouvrir. Et donc Aïcha Sif qui porte les sujets de l'agriculture urbaine et donc de la résilience alimentaire du territoire. Et là, à nouveau, il y a des actions qui sont menées par la municipalité, mais dont on ne pourra pas parler aujourd'hui, aussi pour des problèmes d'organisation et de contraintes temporelles. Et enfin, le dernier sujet, c'est l'interaction et la coordination avec les autres collectivités, en particulier les EPCI, et également le département et la région. Et là, pour les mêmes raisons, on a décidé de passer ça sous silence. Mais c'est des sujets qui sont aussi traités dans le cadre de notre activité à la municipalité. Et donc, mon ordinateur ne répond plus. C'est magnifique. Alors, je peux prendre le relais du partage d'écran, Pierre, si besoin. J'ai les Je veux slides. bien, oui. OK. Alors, simplement, je retourne sur la slide. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Et donc, vous pouvez passer. Et donc, ici, c'est une carte donc, de la commune, de la même manière qu'au-dessus, simplement, elle est découpée avec les 8 secteurs qui regroupent chacun 2 arrondissements. Et donc, on a le premier secteur qui est le centre-ville qui contient le Vieux-Port et un morceau de début de la Corniche. Et ensuite, ça a grandi sous forme d'escargot, là, le deuxième secteur un peu au nord, troisième secteur qui est le 4e et 5e arrondissement, on va en parler dans un instant. Quatrième secteur qui est celui dans lequel je suis élu, qui contient une partie du centre-ville et tout le littoral sud, y compris une bonne partie du parc national des Calanques. 5e secteur qui complète le parc national des Calanques et qui est la partie est de la ville. Et puis comme ça, jusqu'à l'extrême nord, où on a les infrastructures du grand port maritime de Marseille. Vous pouvez passer donc. Et donc, la première partie de cette conférence concerne le périmètre organisationnel donc de l'institution Ville de Marseille. Et on va commencer par alors, je vous décris brièvement les compétences.
parce que les mairies de secteur sont une spécificité de Paris, Lyon et Marseille, et elles ont des compétences en fait assez restreintes, hein, clairement, et de proximité. Donc ça concerne l'état civil, la gestion des équipements décentralisés, qui sont les petits squares, les équipements sportifs, type stade, gymnase, et à Marseille, beaucoup de boulodromes, hein, donc, qui consistent en des rectangles de sable à peu près, hein, de stabilisés. La gestion des centres aérés, et puis il y a une petite activité, une toute petite activité liée à l'attribution de logements sociaux. Et enfin, il y a une part purement institutionnelle qui est la tenue de conseil d'arrondissement, où le conseil d'arrondissement est consulté par le conseil, enfin, émis un avis auprès du conseiller municipal sur les rapports qui sont portés régulièrement. Et enfin, voilà, oui. Donc la ville, elle, de Marseille, a des compétences beaucoup plus étendues, évidemment, donc sur l'urbanisme, le logement. Elle a une compétence environnementale qui nous concerne au premier lieu aujourd'hui. Elle gère le bâti scolaire, vous en avez probablement entendu parler dans la période récente, et peut-être qu'Éric Méry nous en touchera un mot tout à l'heure. Et elle a une forte activité de culture liée au tourisme également et au sport, enfin, aux événements sportifs en tout cas. Et elle gère des équipements centralisés. Le plus gros équipement qu'on ait à la ville de Marseille, je ne crois pas me tromper, c'est le stade Vélodrome. L'éclairage public est aussi une compétence municipale. Et enfin, elle distribue des subventions aux associations. L'état civil, il y a une partie qui est centralisée. Et enfin, il y a une activité de tranquillité et salubrité publique, en particulier liée à l'activité de la police municipale. Et enfin, la métropole, qui est l'étage au-dessus, elle gère des compétences un peu transversales, donc les transports urbains et périurbains, donc les mobilités pour le faire court, mais elle pilote aussi la collecte des déchets, la propreté. C'est elle qui a aussi la compétence voirie, donc qui opère les travaux et les modifications de la voirie. Donc, on va passer là-dessus, mais simplement, ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut ou pas faire quand on est une municipalité seule, en quelque sorte. De manière autonome, on n'a pas la main sur ces sujets-là, ce qui ne nous empêche pas de mener une action en faveur du climat qu'on souhaite la plus sérieuse et la plus ambitieuse possible, en toute humilité, bien sûr. Et donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, les mairies de secteur, simplement pour synthétiser, c'est un échelon de proximité. Elles tiennent un rôle d'information, et le trait d'union, on pourra en discuter ensuite, mais pour moi est important, d'information des administrés, et elles gèrent des équipements décentralisés. Je vous le rappelle parce qu'on va parler maintenant du bilan carbone d'une des mairies de secteur de Marseille, de la mairie du 3e secteur. Et donc, je substitue ici Anthony Chevalier, qui a piloté ce projet auprès du maire de secteur Didier Jo, dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille. Et donc, c'est un arrondissement qui est au centre de l'image, enfin, un secteur qui est au centre de l'image, qui comporte environ 90 000 habitants. Et la mairie de secteur pilote une cinquantaine d'équipements décentralisés, avec un budget d'environ 1,5 million par an. Et les budgets des mairies de secteur ne contiennent pas les salaires des agents. C'est important parce qu'en fait, ça fait multiplier le budget par 4 à 5, en quelque sorte. Et donc, on a une cinquantaine d'équipements décentralisés sur lesquels il a fallu cartographier les flux physiques. Et donc, ça a été le travail. Vous pouvez passer. Ah oui, alors il y a un élément de contexte qui est quand même de rappeler que les collectivités territoriales, en particulier les communes, ont une obligation réglementaire de rendre compte de leurs émissions de gaz à effet de serre. Il se trouve que les mairies de secteur, à Marseille comme à Lyon comme à Paris, elles ne sont pas sujettes à cette obligation, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un devoir d'exemplarité vis-à-vis de nos administrés. Et puis, il y a évidemment un enjeu économique, hein, des économies budgétaires, parce que quand on fait des économies de flux, on fait également des économies monétaires.
et puis de répondre à une urgence climatique. Donc tout ça, ça a permis de porter une volonté politique forte, d'être proactif sur cette thématique. Et si je peux vous piquer le partage d'écran, Allez-y. j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Hop. Et donc, la méthode a consisté à travailler avec un stagiaire, un élève ingénieur, en la personne de Nizar Fasfaté, qui a produit l'essentiel des données dont je vais parler maintenant. Et il a travaillé en trinôme avec deux autres élus, donc Anthony Chevalier, qui devait présenter à ma place, et également l'adjoint au maire délégué à la transition écologique dans le troisième secteur de Marseille. Et donc, ce bilan carbone s'est fait à partir d'un formulaire de collecte de données auprès des élus et des agents de la mairie de secteur, et en utilisant la base carbone de l'ADEME pour transcrire les données sur les flux physiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sur la gauche, vous trouvez le camembert des postes d'émission. Donc, on voit qu'on a une petite moitié qui s'associe à la combustion de gaz. Donc, ça, c'est typiquement du chauffage des bâtiments. 5% pour le parc automobile, 10% pour l'électricité. Et ensuite, on a du gaz indirect lié à d'autres process. Et puis, papier qui est tout petit, 10% encore pour des achats d'électroménager. Et enfin, 15% pour la gestion des déchets. Et là, je vous avoue que moi, je ne comprends pas comment les déchets peuvent compter autant. Mais on va voir par la suite dans les limites de l'exercice, parce que c'est un peu une version 0 qui a été effectuée là, cette année. Et donc, on va voir comment on pourra améliorer ça. Donc après, on peut agréger ces postes d'émission en secteur. Et là, on se rend compte qu'en fait, deux gros tiers concernent l'énergie. Donc, il y a un gros enjeu de rénovation énergétique de nos bâtiments, d'isolation et de transformation des usages. La voiture compte, donc ça, c'est les déplacements domicile-travail des agents, 5%. 11%, c'est le poste des achats pour le compte de la mairie de secteur, mais ça ne compte pas les achats de services. Et donc là, on verra que nous, dans le quatrième secteur, on a une stratégie qui est plutôt opposée, pas contraire, mais en tout cas complémentaire de celle-ci. Et donc les déchets, 15%. Donc je disais, ce chiffre, il est à prendre avec des pincettes pour deux raisons principales. C'est que la première, c'est que les achats de services ne sont pas pris en compte et que les mairies de secteur travaillent, plus de la moitié du budget du mairie de secteur concerne des dépenses auprès de prestataires. Et donc là, il y a une tâche aveugle sur le bilan carbone qu'il faut traiter. Et puis, on va voir dans le point suivant, sur le quatrième secteur, que ça peut être aussi pertinent de commencer par là. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, nous, dans les 6e et 8e arrondissements. Et ensuite, l'autre limitation de l'exercice, c'est que les déplacements des usagers, puisqu'on est une collectivité locale et donc on gère des équipements de services publics, les déplacements des usagers comptent pour 50% des émissions de la ville de Marseille. Donc là, il y a aussi un enjeu de structuration du territoire, en particulier de développement des mobilités collectives et puis d'aménagement de voiries pour faire la place aux mobilités actives et moins émissives en tout cas, où là, on travaille, on s'efforce en tout cas de manifester cette volonté auprès de notre tutelle métropolitaine. Donc, on a quand même 3 axes de travail à partir de cette première version du bilan carbone d'une mairie de secteur. La première, c'est sensibiliser et former. Et c'est essentiel parce que on se retrouve dans une administration où, à l'inverse des entreprises, par exemple, il n'y a pas d'obligation de responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, il faut introduire une culture de l'écologie dans les process, en fait, tout simplement, d'administration publique. Le deuxième axe, c'est s'équiper. Et comme je disais, il y a une question d'utiliser, d'avoir du matériel qui est plus sobre énergétiquement.
Voilà, et puis transformer les usages, hein, ça va avec sensibiliser et former. Et enfin, investir, et là, on parlera plus de changement des modes de déplacement des agents, aussi dans le cadre de leurs activités professionnelles, et de rénovation des bâtiments. Et là, à nouveau, je renvoie Eric Méry qui va parler dans quelques minutes, en tant, et il parlera des écoles, mais en fait, c'est transposable au reste du bâti municipal. Donc voilà pour les limites de l'exercice. Hein. La collecte de données est quand même complexe. Il faut construire un véritable système de comptabilité carbone. Il y a une pluralité de méthodologies et donc il y a eu une difficulté de Nizar et Anthony liée à la diversité des modes de comptage. Et donc il y a un enjeu d'harmonisation et de normalisation des outils et méthodes. Et enfin, il faut former et éclairer les personnels sur ces enjeux, donc les intégrer dans les programmes de formation et éventuellement créer même des nouvelles fonctions au sein de la fonction publique territoriale pour qu'on ait de vrais référents climat au sein des services. Je vais maintenant, je n'ai aucune idée si le temps file. Donc, je passe au quatrième secteur, qui est celui dans lequel je suis élu. Donc, le territoire compte 125 000 habitants. Il est beaucoup plus étendu, mais toute la partie, j'allais dire sud, mais le bas de la pointe, si vous voyez mon curseur tout en bas, là, ça, en fait, c'est un parc national. Donc, il n'est pas habité. Mais par contre, la bande littorale, elle, oui, est assez urbanisée. Et donc, on a 125 000 habitants sur ce territoire. De la même manière que dans le quatrième secteur, environ 50 équipements décentralisés. On a un budget un tout petit peu supérieur, un budget de fonctionnement, à nouveau hors salaire. Et donc, nous, on n'est pas du tout aussi avancé que le quatrième et cinquième arrondissement. Et je vais prendre un autre angle pour la présentation. D'abord, j'aimerais expliciter comment on arrive à faire d'un argument électoral une priorité politique. Et donc, on se fait élire sur l'existence et l'urgence d'un problème. Donc, il faut connaître le problème, il faut connaître l'existence du problème, mais ça n'a pas forcément de lien avec le fait avec sa compréhension. D'accord ? Donc, pour faire de cet argument électoral de l'écologie une priorité politique, il faut qu'on en ait une compréhension partagée, notamment parmi l'équipe d'élus. Et donc, c'est ce qui m'a occupé pendant un an. Et donc, il y a un an à peu près, j'ai présenté plusieurs fois en réunion de groupe et en séminaire de majorité de secteur des éléments de compréhension des enjeux écologiques, à commencer par l'identité de Kaya, qui permet de comprendre de manière intégrée ce que sont les émissions carbone. Ensuite, lors d'un séminaire cet hiver, on a plutôt parlé d'enjeux énergie, climat, et on les a mis en perspective du bilan carbone de la ville de Marseille produit en 2014. Et enfin, en septembre, pour enfoncer le clou, j'ai utilisé ma casquette de relecteur du groupe 3 du GIEC pour présenter les conclusions du dernier rapport du groupe 1, celui-ci. Et donc, ça a abouti à une compréhension telle qu'on a pu prendre une première décision structurante. Et une limite de ça, c'est que on a tendance à vouloir tout comprendre avant de prendre une décision d'action. Et typiquement, le climat, c'est quelque chose qui ne s'y prête pas parce qu'on n'aura jamais fini de comprendre la dynamique d'un système aussi complexe. Et donc, il faut arriver à un moment donné à mettre la priorité à l'action. Et donc là, il peut y avoir une difficulté supplémentaire. Donc, en ce qui concerne les actions 2022 que nous mettons en place, donc une comptabilité carbone qui est axée sur le scope 3, je vous parlais il y a un instant dans le cadre pour la mairie du troisième secteur, du fait qu'il y avait un angle mort sur les achats de prestations de services. Et nous, c'est l'angle qu'on décide c'est par cette porte qu'on décide de rentrer dans la comptabilité carbone. Donc, l'idée, c'est d'avoir un audit climat de toutes les prestations mises en marché, avec au premier trimestre un audit fait en aval de la dépense monétaire, pour, dans les trimestres suivants, avoir un audit
climat et équivalent carbone, donc, qui ce coup-ci est opéré en amont de l'engagement, en travaillant sur les devis. Donc ça pose la question de comment on oblige dans nos marchés les prestataires éventuels à faire la cartographie des flux physiques de la prestation qu'ils nous proposent. Et tout ça dans la perspective de préparer un vote du budget carbone à l'horizon 2023, de la même manière qu'on vote un budget en euros chaque mois de novembre. Et ce budget, il est comme tel, donc on a à peu près un quart d'équipement en vert clair, 15% pour les centres d'animation, 16% pour les événements culturels, à peu près autant pour l'administration, 17%, un pôle information et transparence à hauteur de 7% et les centres aérés pour 19%, et tout ça, chaque part de ce camembert, en quelque sorte, contient des achats de services, d'accord, de prestations de services, et c'est ce à quoi on va s'atteler dans l'année qui vient. En parallèle de ça, on va opérer une collecte des données de flux des activités auprès des agents, donc sur la base d'un formulaire, et cette fois avec une fréquence de 6 mois, de manière à pouvoir rendre de plus en plus robuste ce circuit de comptabilité. Et on va initier également une démarche RSE qui va consister à organiser des séminaires et des ateliers à l'attention des services et des élus. On va travailler pour ça avec l'Agence locale énergie-climat, l'ALEC, les économes de flux de la ville de Marseille, puisqu'il y en a plusieurs qui ont été recrutés cette année, il n'y en avait pas avant notre arrivée. L'association Atmos Sud, qui donc mesure et modélise les émissions du territoire, l'ADEME, évidemment, et son antenne dans la région. Et enfin, le GREC Sud, alors le GREC pour Groupe Régional d'Experts sur le Climat, qui est un groupe ad hoc de scientifiques, dont la plupart sont en fait contributeurs déjà des rapports du GIEC, et qui existe dans la région marseillaise, et sur lesquels on va s'appuyer pour sensibiliser et éclairer les services sur la transition écologique. Et enfin, on a décidé de la mise en place avec les autres mairies de secteur de la majorité d'un comité de pilotage intersecteur sur la décarbonation des services pour partager ensemble les bonnes pratiques. Je finirai sur un enjeu d'éducation populaire, et on organise en particulier Cédric Jouve, je m'excuse platement pour la coquille dans son prénom, qui est adjoint de secteur délégué aux arts et cultures, ainsi que le service culture et événements de la mairie du 4e secteur, qui organise une université populaire itinérante, c'est-à-dire qu'on a une conférence par mois dans un centre d'animation. Et cette année, le thème, c'est Ville plus verte. Et donc, dans un instant, on parlera de trame verte et bleue avec Gueltas Morin. Voilà, j'en ai fini pour le 3e secteur, et on va passer aux actions de la municipalité. Et c'est Gueltas qui va prendre la main sur le déroulé. Ah, alors Gueltas, on ne vous entend pas. Eh oui, effectivement. Merci. Oui, donc je disais donc bonjour à tous, et je remercie Pierre Secaldi pour l'invitation. Et donc je vais vous présenter moi deux volets. Donc dans un premier temps, le bilan du Congrès mondial de la nature qui s'est tenu à Marseille début septembre, qui a été une vraie réussite. Et ensuite, la stratégie qui est mise en place par la nouvelle équipe municipale en matière de biodiversité, notamment sur la trame verte et bleue. Donc, effectivement, ce congrès mondial de la nature, donc on a eu la chance, à la ville de Marseille, de co-organiser avec l'UICN, l'État, le ministère et les autres collectivités ce congrès qui a quand même réuni 5700 congressistes malgré
les contraintes sanitaires, donc 3500 participants en ligne. Et c'est surtout une grande réussite puisque c'était la première fois que ce congrès était ouvert au grand public. Et donc, on a réussi à rassembler 25 000 visiteurs sur ce qu'on a appelé les espaces Génération Nature, qui étaient des espaces donc, ouverts au grand public, ouverts gratuitement, et sur lesquels on pouvait rencontrer un grand nombre d'associations, d'institutionnels, d'acteurs de la transition, en fait, et qui met en œuvre des solutions pour préserver la biodiversité. D'un point de vue plus politique, en fait, ce congrès, il a été, la finalité de ce congrès, ça a été d'adopter 137 recommandations qui vont être portées dans différentes instances internationales et relayées au niveau national. Pour la ville de Marseille, ce congrès, finalement, ça a été aussi un accélérateur de dynamique pour le territoire, puisque c'est quelque part le temps zéro, ou en tout cas, ça a été le lancement des engagements pris par la ville de Marseille, à savoir trois grands engagements, donc préserver la biodiversité, renaturer la ville et sanctuariser les espaces agricoles. Et ça a été aussi un accélérateur de dynamique, puisque ça a été l'occasion de re-rentrer dans le jeu un peu institutionnel en rencontrant un grand nombre d'associations, en rencontrant des acteurs institutionnels pour recréer finalement des partenariats et recréer des projets co-construits avec les uns et les autres, enfin tous les acteurs du territoire. Et enfin, ce congrès, ça a été aussi la conclusion, ça a été le manifeste de Marseille qui a été, en fait, c'est un document co-rédigé qui est un peu le document enfin, un genre de délibération qui va rester, qui conclut ce congrès. Et notamment, une des grandes résolutions de ce manifeste de Marseille, c'est le fait que dorénavant, tous les gouvernements locaux, et en particulier donc pour la France, les collectivités locales, vont pouvoir devenir adhérents à l'UICN international et participer activement aux négociations. Et donc, effectivement, le maire de Marseille a annoncé que la ville de Marseille compte adhérer à l'UICN international. Donc, c'est vraiment une grande première pour cette ville, et ça montre en fait qu'on revient dans le jeu un peu institutionnel sur ces questions de transition écologique, climatique. On peut passer à la slide suivante. Donc, les grands enseignements de ce congrès à l'échelle, on va dire, de l'UICN, mais aussi comment ça se décline pour la ville de Marseille. Donc, il y a eu un grand sujet qui a été la lutte contre les pollutions. Et là-dessus, Marseille a annoncé qu'elle souhaitait s'orienter, alors même si ça va être compliqué parce qu'on part de très loin, mais en tout cas, c'est une vraie ambition politique de s'orienter vers le zéro déchet, le zéro plastique. Et un autre sujet aussi, c'est la pollution lumineuse, avec un souhait de travailler sur l'identification de ce qu'on appelle une trame noire, donc pour éviter toutes les pollutions lumineuses. Donc là encore, c'est un sujet, c'est une politique publique qui n'était absolument pas mise en place au sein de la collectivité. Ensuite, deuxième sujet, c'est la préservation des grands poumons naturels. Alors, comment ça se traduit à Marseille? Mais il faut savoir que Marseille, en fait, c'est ceinturé par trois grands espaces naturels: le parc national des Calanques, le massif de l'Étoile et du Garlaban, et enfin le massif de la Nerte. Et ces grands espaces naturels, donc le parc national des Calanques, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, c'est bien sûr les protéger, les préserver. Bon, ils sont assez bien protégés, mais c'est aussi travailler sur ce qu'on appelle l'hyperfréquentation. Et c'est en particulier le cas pour le parc national des Calanques, qui est le seul parc périurbain d'Europe qui, tous les ans, en fait, on est confronté on n'est plus sur de la surfréquentation, mais sur de l'hyperfréquentation. À titre d'exemple, dans une des Calanques, on accueille certains jours près de 2000 visiteurs, alors que pour que la nature puisse se régénérer naturellement, il faudrait limiter à 200 visiteurs par jour. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, pour nous, c'est vraiment travailler à l'échelle de l'ensemble de ces espaces naturels pour gérer en fait la fréquentation et l'hyperfréquentation dans les parcs nationaux, dans les parcs naturels.
Ensuite, c'est travailler aussi bien sur la biodiversité qu'on appelle ordinaire qu'exceptionnelle. Donc, effectivement, à Marseille, notamment avec les calanques, mais avec notre littoral, on a une grande richesse écologique et de faune et de flore, notamment endémique. Mais cette biodiversité, elle est aussi présente, il ne faut pas l'oublier, en milieu urbain. Et donc, l'idée, c'est bien de s'intéresser aussi à cette biodiversité intramuraux, j'allais dire. Et enfin, dernier grand enseignement, c'est la question des coopérations et partenariats. Donc, j'en ai parlé juste avant. Il est forcément, sur ces questions de préservation de la biodiversité, de transition écologique, indispensable de nouer des partenariats, de travailler en coopération. Et c'est bien là-dessus aussi que la ville de Marseille commence à être de plus en plus active en répondant notamment à des appels à projets. Donc, aujourd'hui, concrètement, comment ça se traduit, ces grands engagements, et quelle est la stratégie de la ville de Marseille et quelle déclinaison opérationnelle? Donc, il faut savoir que, par contre, on ne part pas de rien. On a ce qu'on appelle une stratégie locale partenariale de la biodiversité qui s'articule autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est la question de la préservation, renforcement et le rétablissement des continuités écologiques et de leur fonctionnalité. Donc, c'est ce qu'on appelle les trames vertes, bleues, voire les trames noires et même les trames brunes pour tout ce qui touche au sol. Donc, c'est bien de recréer des corridors écologiques. Le deuxième axe, c'est développer une culture de la nature à Marseille. Donc là, on parle d'éducation à l'environnement, puisqu'effectivement, un des enjeux, c'est bien d'éduquer, et notamment les tout-petits, la jeunesse, à ces questions de préservation de nos milieux naturels. Et enfin, c'est la question de l'amélioration de la connaissance sur la biodiversité. Donc, comme je disais précédemment, on a une grande richesse en termes de faune et de flore, mais il y a aussi tout un tas de biodiversité plus ordinaire. Et donc là, il y a un enjeu en fait à avoir une meilleure connaissance de qu'est-ce que c'est que la faune et la flore, notamment dans nos parcs et jardins, dans nos friches naturelles, les espaces résiduels. Ça peut être aussi même de la biodiversité un peu sauvage, en tout cas sur l'espace public. Donc, c'est toute cette biodiversité au sens large qu'il faut apprendre à mieux connaître. Donc, au niveau de la stratégie, donc là, on vient de stabiliser une grande stratégie en matière de trame verte et bleue qui s'articule autour de plusieurs axes. Donc, déjà, au niveau de nos cours d'eau, donc l'Uvonne, les Égalades, le Jarret. Ensuite, il y a un vrai enjeu à travailler aussi sur ce qu'on appelle la trame verte autour du canal de Marseille, qui est un canal artificielle, mais en tout cas qui pourrait être à terme une vraie balade support de mode doux. Et ensuite, il y a un autre sujet qui est comment on renature la ville et quelle est la dimension comment on intègre en fait cette nature en ville, en centre-ville, alors que le foncier est très rare. Donc, c'est la question de la végétalisation des rues, de la désimperméabilisation, et tout ça, finalement, c'est pour répondre aussi bien aux enjeux climatiques qu'apporter un meilleur cadre de vie pour l'ensemble des habitants. Donc, une fois qu'on a en fait ce grand schéma de principe de la trame verte et bleue, il faut le décliner. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs projets un peu partout dans la ville qui participent de cette trame verte et bleue. Donc, je ne vais pas tous les décliner, mais à titre d'exemple, on a un grand projet qui est le plan d'action pour la préservation du massif de l'Étoile, donc au nord de la ville, où il y a tout un programme de restauration des milieux, de réhabilitation de bâtis, de restauration d'un gîte à chauve-souris, à chiroptère. Il y a la préservation de grands espaces naturels et agricoles au nord de la ville, pareil à Château-Gombert, donc pour sanctuariser ces espaces agricoles. On a aussi un projet d'aménagement en bordure de l'Uvonne, donc on est plutôt à l'est de la ville, où là, l'idée, c'est un peu de redonner place au fleuve Uvonne en recalibrant finalement le lit de l'Uvonne et du coup en profitant pour restaurer les berges de l'Uvonne, donc faire une restauration écologique. Et c'est un secteur aussi où on trouve des jardins collectifs, donc l'idée, c'est d'agrandir, d'augmenter la superficie de ces jardins collectifs.
Et enfin, à l'ouest, sur une spécificité marseillaise, c'est les îles du Frioul. Donc là, on a un projet avec l'association Smilo pour porter un projet d'île durable et de gestion, en lien avec la gestion du domaine public maritime par la ville. Donc, pour en faire une île durable comme ça existe sur d'autres secteurs en Méditerranée. On peut passer à la slide suivante. Donc, la difficulté, en fait, quand on a des projets pour rendre concret une trame verte et bleue à l'échelle d'une ville comme Marseille, c'est quels sont les outils et de rendre opérationnel finalement un projet. Et pour ça, donc, on a plusieurs outils. Donc, le premier outil, c'est déjà sanctuariser ou en tout cas préserver ou réserver le foncier par la réglementation. Et donc, ça, c'est le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, il se trouve que là, donc ça, la ville de Marseille n'est pas compétente pour ce document d'urbanisme. Par contre, c'est la métropole. Par contre, il se trouve que la métropole lance une modification de ce document d'urbanisme. Et donc, l'ambition de la ville, c'est bien de réinterroger finalement plusieurs fonciers naturels pour protéger soit en espace naturel, soit en espace agricole, ou mettre ce qu'on appelle des servitudes, donc servitudes parc et jardin, servitudes de terrain partagé. Il y a tout un tas de dispositifs réglementaires qui permettent finalement de préserver, protéger, sanctuariser tout ce foncier naturel en milieu urbain. Ensuite, c'est une fois qu'on a protégé ce foncier, il faut aussi gérer ce foncier pour qu'il soit réellement utilisé et puis qu'on y trouve des usages adaptés, des usages aussi bien écologiques, des usages récréatifs. Ça pourrait être de nouveaux squares, ça pourrait être aussi des sites d'éducation à l'environnement. Et donc, pour ça, il faut trouver les acteurs qui vont gérer ces sites. Et donc, pour les trouver, en fait, on va faire appel, on va répondre à plusieurs appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. On va nouer un partenariat avec la CDC Biodiversité et on crée aussi plusieurs partenariats. On a plusieurs conventions partenariales avec des acteurs associatifs qui sont prêts justement à venir gérer, faire des expertises écologiques sur l'ensemble de ces friches urbaines, ces friches naturelles urbaines qu'on appelle. Donc, c'est de l'ordre à peu près de 300 terrains pour 180 hectares qui participent encore une fois à cette future trame verte et bleue. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a une vraie stratégie qui se décline opérationnellement à destination finalement des habitants et pour faire de Marseille une ville plus verte et plus durable. Merci Goueltaz. Je passe la parole à Éric Méry. Oui, bonjour. Donc, Éric Méry, je suis conseiller municipal délégué à la stratégie patrimoniale de la ville de Marseille, mais je suis également président de la commission d'appel d'offres de la ville de Marseille. Donc, à ce titre, dans le cadre d'une commission d'appel d'offres qui est composée de 5 personnes, dont un président qui est donc moi-même, j'étudie et je fais passer l'ensemble des marchés de services qui sont supérieurs à 216 000 €, les marchés de construction qui sont supérieurs à 5 millions. J'ai également une visibilité quand les élus m'interrogent ou sollicitent des renseignements sur les autres marchés qui sont inférieurs, qu'on appelle MAPA, c'est-à-dire marché à procédure adaptée, qui ne passe pas dans la commission d'appel d'offres. Dans le cadre de la passation de ces marchés, on a une stratégie effectivement d'environnement et de développement durable. On a des obligations légales qui sont par exemple pour chaque ville d'établir un profil en fait, un profil acheteur, c'est-à-dire qu'est-ce que la ville attend lorsque des entreprises candidatent aux différents marchés de la ville de Marseille, quels qu'ils soient. Et donc, on l'a établi en fait en début d'année, on l'a fait passer au conseil municipal de février. Et il y a des clauses, j'ai envie de dire, simplement fonctionnelles, c'est-à-dire la manière de passer les marchés, la manière de répondre, ça ne nous intéresse pas. Et généralement, il y a 3 clauses particulières qui font l'objet de développement. Il y a une première clause qui sont les clauses d'insertion sociale, c'est-à-dire permettre aux gens d'accéder à l'emploi par le biais de la passation des marchés. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est très important à la ville de Marseille, puisqu'on est le premier donneur d'ordre de la région. Il y a les clauses qui permettent de réserver des lots ou des marchés aux personnes en situation de handicap. C'est assez important, on essaie de les développer et
c'est compris dans le profil acheteur de la ville de Marseille. Et un troisième élément qui est le plus important, ce sont les clauses environnementales. C'est-à-dire que chaque marché devrait contenir, dans le cadre de la notation des différentes entreprises qui vont soumettre, des clauses environnementales qui seront adaptées à chaque marché. Jusqu'à présent, en fait, lors de l'ancienne mandature, on est obligé de reconnaître qu'en fait, ces clauses environnementales étaient plutôt pas mal faites. Elles étaient plutôt pas mal suivies. Il y avait à peu près plus de 20% des marchés qui comprenaient des clauses environnementales. On n'aurait pas cru, mais c'était vraiment pas mal. Et aujourd'hui, notre objectif, pour la première année, parce qu'effectivement, on n'avait pas trop de recul et pas trop d'expérience là-dessus, on a voulu effectivement que durant toute l'année 2021, et pour l'instant on est dans les clous, il y ait 30% des marchés publics passés par la ville de Marseille qui comportent des clauses environnementales. Alors, il y a des marchés effectivement qui font appel à des cabinets d'ingénieurs, c'est-à-dire ou à des AMO, des assistances à maîtrise d'œuvre, qui ne nécessitent pas forcément de clauses environnementales. Donc, c'est pour ça qu'on n'atteindra jamais les 100%, mais le but, c'est que tous les marchés qui peuvent, on mette des clauses. Et ce qui est important, c'est-à-dire que c'est pour inciter les services, c'est-à-dire qui établissent les cahiers des charges pour permettre aux entreprises de répondre, de mettre ces clauses environnementales. Avant, il y avait une simple incitation. On leur disait, s'il vous plaît, mettez des clauses environnementales. Ils les mettaient, ils les mettaient pas, ils les mettaient pas. Aujourd'hui, on a changé l'orientation. On a indiqué qu'il y avait une obligation, en fait, de mettre des clauses environnementales dans chaque marché. Et si le service souhaitait ne pas en mettre ou trouvait que c'était inopportun, il devait nous indiquer la raison. S'il ne nous indiquait pas la raison, le marché, il était renvoyé au service. Si la raison qu'il invoquait n'était pas satisfaisante aux yeux de la commission, le marché était renvoyé au service pour qu'il revoie son cahier des charges et qu'il revoie pour que la notation soit revue et comporte des clauses. Donc, si au début, il y a eu un peu de difficulté, là, à chaque fois qu'il y a un marché qui vient devant la commission d'appel d'offres, soit il y a une clause environnementale, soit s'il n'y a pas de clause environnementale, il y a une explication. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est ce que je pouvais vous dire. Juste pour finir, après, j'en ai terminé. Voilà. C'est un exemple. Par exemple, on a un marché. Ville de Marseille, on a une flotte de véhicules et on gère aussi les marins-pompiers. Il y a une flotte de véhicules des marins-pompiers. Ceux-ci, souvent, doivent changer leurs pneus. Et on a une société qui a un marché, qui récupère les pneus et qui en installe de nouveaux. À ce niveau-là, on a inclus une clause, par exemple, qui était notée assez sévèrement, savoir de quelle manière la société qui venait les récupérer, les pneus usagés, les reprenait et comment ils les recyclaient. S'ils se contentaient de nous dire non, on les prend et on en fait ce qu'on en veut, la notation était c'était 0, puis ça permettait de descendre dans le classement. S'ils nous disaient effectivement on a un label, on les recycle, on les donne à telle autre société qui va les recycler, on peut apprécier de quelle manière les sociétés qui candidatent vont respecter ces clauses environnementales et vont inciter les clauses environnementales. Et ensuite, sur les écoles, c'est un peu indirect, parce que dans les marchés publics, on fait passer des fois des marchés globaux pour la construction et pour la rénovation d'une école. À chaque fois, on apprécie et les clauses environnementales, et j'ai envie de dire les performances environnementales qui sont dans les marchés, qui sont dans les maîtrises d'œuvre. Et à chaque fois, il s'avère que les 3-4 dernières écoles qu'on a passées en jury ou en appel d'offres, les écoles étaient au niveau énergétique, c'est-à-dire produisaient de l'énergie plus qu'elles n'en coûtaient. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire au niveau du développement des clauses environnementales dans les marchés publics de la ville de Marseille. Merci beaucoup, Monsieur Méry. Et donc, on va passer à la deuxième partie de cette webconférence qui concerne le périmètre territorial. Et je passe tout de suite, et je souhaite la bienvenue par la même occasion à Mathilde Chabouche, qui est adjointe au maire en charge du développement harmonieux de la ville et qui va donc nous parler d'urbanisme. Il faut te démuter par contre.
Je me démute, pardon. Voilà. Là, c'est bon? Parfait. Ok, super. Bonjour à toutes et tous. En effet, je suis adjointe au maire de Marseille, chargée de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, ce qui à Marseille est un vaste programme. Depuis maintenant un peu plus d'1 an que nous sommes élus, je me suis employée à ce qu'on remette les choses à l'endroit dans la façon de fabriquer cette ville, en partant d'un constat qui est celui d'une artificialisation énorme de nos sols. On est une ville qui est très étendue. Dans la simple ville de Marseille, on peut faire tenir et la ville de Paris et la ville de Lyon. Ce qui montre l'étendue de notre territoire, qui est donc extrêmement artificialisé, avec une très faible densité. On est à 3000 habitants au kilomètre carré, là où Lyon est à 10 000 et Paris à 20 000. Donc on est une ville à la fois très grande, très peu dense, et qui consomme un foncier énorme pour loger très peu d'habitants, puisqu'on est à 870 000 habitants au total. Comparé à la taille de notre ville, ça montre qu'on est sur un tissu très faible. Cette artificialisation des sols, elle s'est faite sans respect de la nature, sans respect des trames vertes, sans respect de la problématique de l'écoulement des eaux, en particulier en surface et en sous-sol. Donc, partant de ce constat, je m'emploie depuis maintenant plus d'1 an à une double logique, qui est une logique à la fois de resserrer la tâche urbaine sur elle-même pour venir la densifier, en assumant un parti pris de densification de l'urbain, qui est évidemment plus écologique qu'une ville très lâche et très étendue, et en même temps à exiger de la part des constructeurs, qui étaient habitués à avoir un faible niveau d'exigence, beaucoup plus de qualité, d'ambition en termes d'architecture, en termes de choix de matériaux durables, en termes d'implantation urbaine et en termes globalement de se préoccuper de ce qui se passe après leurs opérations. Pour faire tout ça, on a monté une série d'ateliers participatifs avec la filière de la construction, la société civile et puis l'ensemble de nos services, puisqu'il s'agit aussi d'acculturer l'administration à une nouvelle façon de faire les choses, à travers cette charte de la construction durable que nous avons adoptée au mois d'octobre dernier et qui permet de définir très clairement 10 items un peu clés qui permettent de construire de façon durable en se préoccupant de l'environnement et de l'avenir. Donc là, vous voyez afficher ces 10 items clés qui sont les 10 items du bon sens urbain, de la façon dont on fait les villes aujourd'hui en se préoccupant de ce qui se passe après une opération, c'est-à-dire construire avec les habitants, partir de l'échelle du quartier avant de se préoccuper de la parcelle, imaginer une programmation qui fonctionne dans la durée, la place du végétal étant évidemment très importante, partir aussi d'une vraie qualité du logement et de l'habitat, ça veut dire à la fois la qualité des logements individuels qui sont produits, mais aussi la qualité des espaces communs qui sont proposés de façon à ce que le sens de l'habitat collectif soit vraiment retrouvé, et puis s'adapter à notre climat en concevant une architecture bioclimatique, adaptée à un climat méditerranéen, c'est-à-dire exposé à un soleil fort sur certaines saisons, à des pluies diluviennes à d'autres moments, et une forte exposition au vent du fait de notre situation littorale. Donc ces 10 points sont désormais ceux qui s'imposent sur l'instruction de l'ensemble des projets. Cela vient compléter les documents réglementaires type PLUI à l'aune desquels nous prenons les décisions d'urbanisme. Donc c'est un marqueur fort d'une nouvelle façon de faire la ville qui se tourne vers l'avenir, qui dit désormais voilà comment on va fabriquer dans cette ville, parce que oui, on doit construire beaucoup dans cette ville, mais on doit ne plus construire entre guillemets n'importe comment. Alors, sur la suite, je ne sais pas s'il y avait d'autres visuels que tu avais prévus, Pierre. En fait, j'ai simplement détaillé les 3 points. Voilà. Alors, parfait. Donc, sur les premiers points et donc faire avec le déjà là, c'est en effet l'idée de travailler vraiment sur des formes urbaines en regardant ce qui se passe avant et en venant chercher de la mixité. On le voit bien dans ce schéma qui a été produit par notre agence d'urbanisme. Là où auparavant, on était sur une forte consommation foncière, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche du schéma, une forte consommation foncière avec des terrains spécialisés, c'est-à-dire des terrains que agricoles, des terrains que urbains et des terrains avec que des friches. Là, l'idée est de travailler sur des programmations mixtes de façon à ce que, y compris en termes de mode de déplacement, on soit sur des choses beaucoup plus ramassées qui permettent dans un rayon de proximité d'avoir les différentes fonctions urbaines dont nous avons besoin. Ça permet aussi d'éviter des sols qui seraient des glacis en termes d'infiltration des eaux parce qu'ils sont totalement artificialisés avec d'autres sols qui ne le sont pas. Donc, c'est vraiment rééquilibrer la façon de planifier la ville et remettre le bon sens au cœur de l'ensemble de nos décisions.
Sur la question du végétal et de la biodiversité, cela part d'un constat tout simple qui est que l'air que nous respirons, les oiseaux, la biodiversité qui nous environne, elle n'est pas très intéressée par la question du statut foncier. Quand l'air passe et se réchauffe ou se rafraîchit, il n'est pas au courant du fait qu'il survole une parcelle privée ou une parcelle publique. Ce qu'il va chercher, c'est des espaces de végétalisation, de la présence de l'eau, qui va permettre un rafraîchissement et qui va contribuer à un bien-être beaucoup plus global. Et donc, l'idée, c'est de s'assurer que chaque opération immobilière, qu'elle soit publique ou privée, ait vraiment une contribution positive à la gestion de la transition écologique, avec notamment une place du végétal très forte que nous imposons désormais dans l'ensemble des opérations, soit en maintenant du patrimoine végétal préexistant, soit en venant créer, et notamment sur des parcelles artificialisées qu'on désartificialise en partie pour venir créer une opération de logement plus vertueuse avec par exemple un grand cœur d'îlot planté, de façon à venir créer des îlots de fraîcheur dans une ville qui en manque considérablement. Donc ça, c'était sur le volet végétal. Et sur le volet donc, de la conception d'architecture, je le disais au début, on est exposé à un climat qui est assez particulier dans sa composition et qui nous met face à de grands extrêmes, c'est-à-dire qu'il fait parfois très chaud, parfois relativement froid et surtout beaucoup de vent l'hiver. Il faut donc trouver une forme d'architecture et renouer finalement avec une forme d'architecture qui à la fois nous protège du soleil par des brise-vues, par des façades qui viennent chercher de l'épaisseur, par des matériaux qui ont une bonne inertie de façon à se protéger des fortes chaleurs en limitant le recours aux climatiseurs artificiels qui sont énergivores et à terme polluants, et en même temps en venant chercher de la protection au vent et donc une exposition au soleil choisie. Donc ça, c'est un gros travail à la fois sur la forme des bâtiments, sur leur orientation pour trouver les bonnes orientations en termes de points cardinaux et pour la gestion de la prise au vent et de la prise au soleil. Finalement, c'est une façon de renouer avec une architecture méditerranéenne qu'on observe dans des tas de pays qui entourent la Méditerranée, en la modernisant, en lui donnant une nouvelle fonction et un geste contemporain, au lieu de continuer à poser des blocs de béton qui sont posés à Marseille comme ils seraient posés à Cergy ou n'importe où ailleurs sans se préoccuper du climat. Donc l'idée, c'est vraiment repartir de là où on est. Et c'est vraiment très important d'avoir cette logique-là parce que c'est ce qui crée aussi de la durabilité, mais du confort pour les habitants qui souvent dans les blocs en béton qui ont poussé ces dernières années sont très malheureux, ont très chaud l'été, très froid l'hiver et sont exposés aux 4 vents. Donc il y a vraiment cette logique de limiter l'emprise en termes d'énergie des bâtiments dont on sait que l'industrie bâtimentaire est une machine qui alimente la production de carbone de façon extrêmement forte. Il s'agit de remettre vraiment de la sobriété au cœur des dispositions que nous prenons. Donc ça, c'était le troisième point sur lequel il y avait un zoom. Je ne sais pas, pardon, je n'ai pas la présentation, j'ai pas la main sur la présentation. Il n'y a plus de diapositives concernant il y a plus de l'urbanisme, diapositives. mais Ouais. tu peux conclure. Peut-être un dernier petit mot voilà, pour conclure, dire que ce qui nous guide, c'est vraiment de mettre l'intérêt général au cœur de l'ensemble des décisions que nous prenons, partant du fait que la ville, elle se fabrique à plusieurs. C'est un peu comme un orchestre, c'est-à-dire que la collectivité est le chef d'orchestre. Si on laisse chaque musicien, c'est-à-dire chaque promoteur, chaque architecte faire son projet dans son coin, sans poser la partition globale dans laquelle ils s'inscrivent, on n'atteint pas une production de la ville. Au mieux, on voit pousser des opérations immobilières les unes à côté des autres, sans qu'il y ait le commun qui fait que ce qu'on fabrique, c'est de la ville et pas juste une juxtaposition d'opérations. Il me semble donc très important que la ville reprenne un peu son destin collectif en main et fixe le cadre dans lequel les acteurs privés vont pouvoir désormais construire des opérations vertueuses et qui servent un projet collectif. C'est donc vraiment une reprise de responsabilité de la gouvernance municipale. Merci infiniment, Voilà. Mathilde Chabot. Merci. Et j'imagine que tu as accès à la section questions-réponses, donc tu peux peut-être éventuellement rédiger une réponse aux questions qui ont été posées, sur lesquelles tu as déjà donné des éléments. Hein. Donc, voilà. Et j'en profite pour enchaîner avec la décarbonation du territoire. Et je passe la parole immédiatement à Félix Blanc, qui est chargé de mission auprès du directeur général des services de la ville de Marseille.
Oui, bonjour à tous et toutes. Merci déjà pour l'animation, Gaël et Pierre, pour l'invitation. Effectivement, on a déjà eu pas mal d'éléments. C'est une séminaire extrêmement riche. Moi, je voulais revenir sur le bilan carbone en fait, du territoire. Alors, il faut savoir que Marseille appartient à une métropole, la métropole d'Aix-Marseille, qui a fait un bilan carbone en 2018 et qui a fait un plan climat aussi, un PCAET à cette même occasion, qui est en cours d'actualisation et qui n'avait pas de traduction, qui n'a pas de traduction pour la ville de Marseille euh, pour le moment. Je reviendrai tout à l'heure sur la candidature de la ville aux villes décarbonées. Mais on doit, dans ce cadre-là, faire un diagnostic pour le territoire de la commune de Marseille. Et du coup, on a demandé à Atmosud, avec lequel la métropole a contractualisé et la ville de Marseille, de faire un focus sur Marseille. Parce qu'en réalité, quand on regarde à l'échelle du territoire, il y a le bilan carbone à l'échelle du territoire, on voit que si on prend l'étang de Berre, Fos-sur-Mer, si vous êtes déjà passé dans la région, mais vous avez une zone industrielle extrêmement importante, qui est un héritage de l'histoire industrielle européenne, avec beaucoup dans l'histoire, notamment dans le raffinement, et dans ce qui est raffinage du pétrole, mais aussi tout ce qui est industrie lourde. Et ça se ressent directement, ça se voit, se traduit directement dans les données qui sont transmises par Atmosud et qui disent que 55% du bilan carbone en 2018 sont consacrés à l'industrie. Donc ça fait de ce territoire un territoire particulier par rapport à d'autres, et un territoire qui a une histoire extrêmement chargée par rapport à la révolution industrielle. Marseille a été aussi historiquement, la ville de Marseille, ça a été dit, une ville qui a été marquée par l'industrie lourde, par les industries chimiques notamment, sur le bord des fleuves, parce que tout le travail que Gueltaz vous a présenté, c'est un travail qui est en lien en fait avec le détricotage du tissu industriel tel qu'il a pu exister dans l'histoire de Marseille, avec des fleuves extrêmement pollués, avec disons, une utilisation extrêmement intensive des ressources naturelles. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est quand on compare la métropole et Marseille, donc le bilan du territoire, ce qu'on a fait avec Atmosud là, donc très récemment, on voit que les proportions ne sont plus du tout les mêmes. Juste pour poser le décor aussi, la part du bilan carbone 2018 du territoire de Marseille, c'est à peu près 8,5% du territoire métropolitain. On voit bien le poids de l'industrie lourde dans ce bilan carbone métropolitain avec ces chiffres. Et quand on regarde plus en détail ce bilan carbone du territoire de Marseille, il y a quelques éléments qui sont frappants et qui sont propres au territoire. C'est notamment évidemment le trafic maritime avec 9% d'émissions, enfin 9% des gaz à effet de serre, qui est lié en fait à l'activité portuaire. Et c'est une caractéristique propre. Vous avez peut-être aussi vu dans la presse que la pollution, la qualité de l'air était fortement affectée par notamment les bateaux de croisière. Il y a eu un tournant stratégique en 1995 autour du croisiérisme et qui a pris des proportions qui se traduisent aussi dans les bilans carbone, dans la part grandissante des émissions liées à l'activité maritime dans le bilan carbone de la ville de Marseille, du territoire de Marseille. L'autre point, c'est les 38% de trafic routier qui sont évidemment très importants, j'y reviendrai, et la part du résidentiel. Alors, je n'ai pas fait le calcul agrégé, ce qui avait été fait pour le 4-5 notamment tout à l'heure. Je pense que c'est un travail qu'il faut qu'on fasse là, mais c'est de voir la part liée au bâtiment proprement dit dans le bilan carbone du territoire de Marseille. Mais ça s'explique par la vétusté. Mathilde l'a rappelé, ça a été dit plusieurs fois, mais la vétusté des logements. Les grands ensembles qui ont été construits à partir des années 30-40 à Marseille représentent quasiment la moitié des logements. Il y a 120 000 logements en fait, qui sont dans des ensembles. Donc c'est un secteur c'est une part très importante dans le travail qu'il y a à faire de rénovation des bâtiments. Je reviendrai également.
Et enfin, ce qui n'apparaît pas dans ce graphique, c'est la place de la ville de Marseille, c'est-à-dire l'activité de la municipalité, sur lequel je vais revenir pour conclure sur ce point, et l'activité de la municipalité qui représente à peu près 10% du bilan carbone. Donc, je vais juste rapidement vous présenter le bilan carbone qui a été fait en 2016 à partir des données de 2014, qui aurait dû être actualisé en 2019. Et je suis arrivé assez récemment, mais je suis en charge d'actualiser ce bilan carbone. Vous voyez la part importante dans ce bilan carbone de la ville des déplacements usagers, qui recoupe ce qu'il y avait dans le graphique précédent, et sur lequel il faut faire un travail d'affiné pour savoir à peu près d'où viennent les différents flux. On a parlé du stade Vélodrome, plus grand équipement de la ville de Marseille. Par exemple, dans ce bilan carbone, l'activité liée au stade n'apparaît pas, puisque les données ne s'étaient pas remontées. C'était remonté dans celui d'avant, mais pas dans celui-là. Pour dire que si on veut faire un travail de finesse sur quelles sont les grandes masses au sein des déplacements usagers, on n'est aujourd'hui pas en capacité de le faire. Et le plus gros du travail aujourd'hui, c'est d'affiner la méthodologie et les outils de mesure. Voilà, donc ça c'était sur la question pour savoir d'où on part. Maintenant, on m'a demandé Fabien Pérez devait présenter sur la candidature au 100 villes décarbonées. Il n'a pas pu venir en dernière minute, donc je vais le faire à sa place. Il se trouve que je suis dans l'équipe qui prépare ce dossier. Je tiens aussi à saluer Catherine Lançon, qui vient de nous rejoindre et qui, aussi qui nous écoute, je sais. On est une petite équipe là, au sein de la ville, à travailler depuis plusieurs mois pour préparer la ville à cette candidature qui sera déposée fin janvier. Il se trouve que nous avons hier reçu le questionnaire officiel de la Commission européenne, qui fait à peu près 80 pages. Et ce questionnaire détaille un petit peu plus ce qu'attend la Commission de notre part. Mais avant, j'aimerais revenir peut-être sur qu'est-ce que c'est que cette candidature. Cette candidature, en fait, elle s'explique par 80 pages. 80 pages de questionnaire. Cette candidature, en fait, est liée à l'agenda de l'Union européenne en termes d'avoir la neutralité carbone d'ici 2055, et comme les villes représentent une très grosse part du problème, de mettre le paquet sur une centaine de villes qui seraient prêtes à s'engager pour décarboner leurs activités d'ici 2030. C'est un programme en fait qui est lié au programme européen Horizon, le programme H2020, qui sont des programmes de recherche et d'innovation qui visent à repérer en fait les projets expérimentaux les plus prometteurs, ceux qui peuvent passer à l'échelle, pour les faire financer ensuite par d'autres programmes, les programmes structurels par exemple, qui sont les programmes plus importants. Donc c'est avant tout un programme qui est tourné vers l'innovation et la recherche, et qui doit impliquer aussi les citoyens et les acteurs locaux. Donc, la Commission européenne a beaucoup insisté ces derniers mois pour que l'implication des groupes, des habitants soit au cœur de la candidature, mais aussi tout ce qui est innovation, donc aussi dans les entreprises, les entreprises privées. Donc, autre point sur cette candidature, donc il y aura 100 villes qui seront sélectionnées à l'issue du programme ce sera en mars prochain. Ces 100 villes recevront un accompagnement qui sera un accompagnement technique. Les montants financiers seront assez faibles, ce sera de 500 000 à 1,5 million d'euros, mais pour essentiellement avoir du conseil technique en fait, pour armer les villes pour qu'elles puissent se préparer à recevoir des financements importants et à candidater à des programmes européens. Donc, c'est un programme en fait, d'accompagnement avant tout qui durera 2 ans, 2022-2023. Et ce programme d'accompagnement, il doit permettre d'identifier les projets les plus structurants à l'échelle du continent et les projets qui sont réplicables. Je vais peut-être dire un mot juste de la question géographique et de la restriction. Tout le monde convient qu'aujourd'hui, atteindre la neutralité carbone au sens de zéro émission en 2030, c'est quasiment impossible pour la plupart des villes. Donc, la Commission européenne a donné un certain nombre de critères, si vous voulez, pour aider les villes à atteindre cet objectif. Le premier, c'est la restriction géographique. Et par exemple, dans notre cas, on va probablement restreindre à l'échelle de la municipalité.
Et, et le deuxième effet, c'est la question des émissions résiduelles. C'est-à-dire qu'on pourra compenser pour les émissions résiduelles en 2030, s'il reste 10-20% d'émissions. Si on a un programme de compensation, on pourra l'utiliser. Voilà. Donc, il y a différents mécanismes pour rendre cet objectif réaliste, parce qu'il s'agit quand même d'un contrat qui ne sera pas juridiquement contraignant, mais qui sera par contre monté de façon extrêmement rigoureuse pendant tout le courant de l'année 2022. La commission demande aussi à ce que plusieurs projets soient mis en avant dans la candidature. Je vais simplement, on n'a pas évidemment, le dossier est en cours de constitution, mais je vais simplement balayer les grandes thématiques et je conclurai là-dessus, sur lesquelles nous sommes attendus. C'est notamment sur la question du transport. Je pense que la ville de Marseille, par exemple, a des projets intéressants en termes de logistique urbaine qui sont dans les tuyaux. Il y a un projet, par exemple, qui est à ses tout débuts de balbutiement de tram-train, c'est-à-dire d'utiliser le tramway comme un outil de logistique. Ça a été fait dans d'autres villes européennes, ça pose beaucoup de problèmes, mais on sait que le centre-ville de Marseille est congestionné depuis des décennies par des problèmes de logistique. Donc, ça peut être un outil. Il y a aussi évidemment la rénovation urbaine dont il a été beaucoup question. On a un projet Sirius pour atteindre jusqu'à 90% de réduction des émissions qui est en fait sur la cité Frévalon actuellement et qui serait réplicable sur d'autres grands ensembles. On a aussi un projet qui est dans phase de conception, mais qui est le projet d'une SEM ENR, d'une société d'économie mixte ENR, pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, à Marseille, juste pour donner un chiffre assez frappant, moins de 3% de l'énergie consommée est aujourd'hui produite sur le territoire. Donc, c'est un enjeu considérable. Et enfin, évidemment, le traitement des déchets, que ce soit les eaux ou par la récupération des eaux usées, ou l'utilisation des déchets sous forme de récupération à partir par exemple, en utilisant dans des fabriques urbaines pour faire du mobilier urbain ou d'autres équipements. Je précise simplement que le scope 3 n'est pas obligatoire dans la candidature européenne, ce qui réduit quand même l'ambition de ce point de vue-là, mais ça reste quelque chose vers lequel nous pouvons aller tout de même. Voilà, merci. Merci infiniment, Félix Blanc. Et sans transition, je passe la parole au premier des deux partenaires officiels de la ville de Marseille. Pourquoi partenaires officiels? Parce que c'est les structures qui ont fait l'objet de rapports portés auprès du conseil municipal dans cette année, en 2021. Et donc la première, c'est Massilia Sound System, qui est si je ne m'abuse, une entreprise, j'allais dire coopérative, mais je ne crois pas que ce soit une coopérative, une entreprise de déploiement de photovoltaïque. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Secaldi et tout le monde. Donc oui, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est Massilia Sound System. Et en fait, la transition est très agréable suite à l'intervention de M. Blanc, puisque effectivement, le but de cette entreprise citoyenne est de produire de l'énergie renouvelable sur le territoire de Marseille. Donc, quand on nous dit qu'effectivement 3% de l'énergie consommée à Marseille est produite localement. Voilà, une petite initiative qui démarre. Donc, c'est une petite entreprise qui est née en fin 2019 et qui a vraiment pour objet d'installer des panneaux photovoltaïques sur les toits de Marseille afin de produire de l'électricité renouvelable localement dans le but d'accélérer la transition énergétique du territoire face évidemment à l'urgence climatique et aussi face à la lenteur du développement photovoltaïque public et privé dans la région. Alors, outre l'objectif de, évidemment, produire de l'électricité renouvelable pour verdir le réseau, au cœur du projet de Massilia Sound System, il y a vraiment aussi la sensibilisation et la participation citoyenne, ainsi que la valorisation éthique de l'épargne citoyenne. Alors, on peut avancer. Donc, même, je suis sûr que la plupart des participants ici partagent en grande partie le diagnostic, mais ça me paraissait important de quand même reposer 4 constats qui ont motivé la création de cette entreprise. On peut avancer dans les slides, s'il vous plaît. Le premier constat, c'est que pour arriver à une neutralité carbone en 2050 et peut-être même en 2030, soyons fous, effectivement, si on croit à la candidature de Marseille, eh bien, on n'a pas le choix que de développer très rapidement les énergies renouvelables. Et le récent rapport de RTE, effectivement, nous a rappelé
qu'il était impossible d'arriver effectivement à une neutralité carbone sans une accélération vraiment substantielle des énergies renouvelables. Et pour la simple raison que même si la consommation énergétique de la France doit diminuer, l'énergie électrique doit être augmentée. Et c'est possible, mais il faut effectivement accélérer très, très fortement la part des énergies renouvelables dans tous les scénarios fournis par la RTE. Et je sais que le RTE n'est pas spécialement un avocat des énergies renouvelables, mais c'est en tout cas clairement ses recommandations. Constat numéro 2, eh bien, c'est que l'énergie renouvelable, enfin en tout cas, non, pardon, l'énergie photovoltaïque est vraiment devenue la moins chère au monde actuellement. Donc, grâce à des progrès technologiques très, très spectaculaires au cours des 30-40 dernières années, c'est vraiment à l'heure actuelle l'énergie vraiment la plus efficace et la moins coûteuse. Le constat 3, effectivement, on peut y aller, merci, eh bien, c'est que le bilan énergétique des panneaux photovoltaïques est excellent. Et dans une région comme la nôtre, qui est particulièrement ensoleillée, bien évidemment, eh bien, il faut une année à une année et demie pour qu'un panneau solaire produise plus d'électricité qu'il en a fallu pour le construire. Donc, c'est évidemment une solution très efficace pour ceux qui en doutaient encore. Et le quatrième constat, c'est que même si on prend l'entièreté du cycle de vie des panneaux, donc on regarde le bilan carbone sur l'entièreté du cycle de vie, de la production à la destruction, au recyclage, eh bien là encore, une technologie très, très performante qui a fait réaliser des progrès énormes de nouveau au cours des 30-40 dernières années. En 40 ans, en fait, le bilan carbone a diminué de 96%. Donc, c'est effectivement, et aujourd'hui, de nouveau, c'est une des énergies vraiment les plus efficaces en termes aussi d'émissions carbone. Et le tout dernier constat, c'est que malgré tous ces avantages, eh bien, malheureusement, le développement du photovoltaïque en France et dans la région est vraiment, vraiment très faible, largement en dessous du potentiel. Et en particulier, donc si vous voyez ici les deux graphiques, on montre les petites barres, c'est les nouvelles installations chaque année. Et vous voyez que les raccordements annuels stagnent, il n'y a pas d'augmentation du tout. En France, c'est à peu près 2% de la production électrique qui est produite par du photovoltaïque. Pour PACA, eh bien, on a ces objectifs, notamment énoncés par le plan climat, qui nous disent qu'en 2030, on devrait atteindre 11 000 mégawatts. Et si vous regardez le graphique, eh bien, on est à 1000 mégawatts. Donc, on est vraiment extrêmement, extrêmement loin des objectifs. Et donc, on doit absolument accélérer. Alors, on avance. Donc, par rapport à ces constats, eh bien, effectivement, très modestement, cette entreprise citoyenne avait vraiment cette envie d'accélérer les choses, de nouveau à notre petite échelle, par un modèle très simple où on a un groupe de citoyens qui cherchent des propriétaires de toits qui sont publics, associatifs, privés, qui sont prêts à installer des panneaux solaires, qui cherchent des épargnants citoyens, des détenteurs de capital, et qui cherchent et qui les mettent en relation avec des installateurs locaux, des entreprises locales, pour donc installer des centrales solaires sur les toits, vendre l'électricité sur le réseau et grâce aux produits de cette vente, eh bien, réalisent des bénéfices qui sont distribués de manière égale entre réinvestissement dans de nouveaux projets et rémunération de l'épargne citoyenne. Donc, un modèle très simple, évidemment, qui n'est pas aussi simple dans les faits, mais le modèle de base, c'est bien celui-là. Simplement, vous mentionnez qu'effectivement, donc comme je vous ai dit, on a été créé officiellement en novembre 2019 avec 24 associés et 5 000 euros de capital. Et aujourd'hui, on est à 133 sociétaires et plus de 72 000 euros de capital. Donc, on voit déjà une belle progression. Et il y a une nouvelle levée de fonds qui va être imminente pour financer les nouveaux projets de cette année. On a je mentionne aussi juste qu'on est membre du réseau national Énergie Partagée qui regroupe toutes ces communautés d'énergie citoyenne. Alors, au niveau de nos réalisations jusqu'à présent, donc on a 2 centrales en exploitation qui sont raccordées. Une centrale dans le 16e, pour le toit de la déviation, c'est un collectif d'artistes qui produit environ l'équivalent d'une consommation électrique d'une petite quinzaine de foyers. Donc, c'est modeste, mais c'est une belle réalisation. On leur a refait entièrement le toit.
et une plus petite centrale sur une maison particulière. On peut avancer parce que je vois qu'il me reste 1 minute. Alors, il y avait juste quelques visuels avant-après, le toit de la déviation. On voit que c'était un gros chantier, mais donc ça, on peut effectivement avancer. Quelques photos du chantier. Ça aussi, on va avancer, c'est le petit. Et voilà maintenant quelques mots sur les prochains projets. Alors, on a toute une série de projets qui sont dans le portefeuille. On a 2 projets qui sont eux, vraiment en route, puisqu'on a signé les bails d'occupation de toiture. Une grosse centrale sur la friche de la Belle de Mai, que vous connaissez tous, dans le centre-ville de Marseille, 3e arrondissement, où là, on est sur une centrale à peu près 10 fois plus grande que celle de la déviation, donc qui produira effectivement 350 000 mégawattheures d'électricité par an. D'accord, donc là, l'équivalent de la consommation, effectivement, on est plutôt sur une grosse centaine de foyers. Et également une toiture d'un parking d'un EHPAD. Et donc, et puis, on espère, effectivement, grâce à ce partenariat de la ville, peut-être de pouvoir installer, notamment sur les écoles ou d'autres structures municipales, par exemple. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers notre site internet, massilia-system.org, ou de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci infiniment, Timothée. Et je passe sans plus tarder, parce qu'on est très en retard, la parole à Barthélémy de la Roue Marseillaise, monnaie locale et citoyenne. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Du coup, je voulais vous présenter une initiative qui existe dans plusieurs régions de France et à Marseille aussi, qui s'appelle La Roue et qui est donc une monnaie locale. Donc, si on peut avancer, s'il vous plaît. Le principe d'une monnaie locale, c'est une monnaie qui va fonctionner que sur un territoire délimité, à savoir, dans notre cas, le département des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Donc, on suit le cours de la Durance, parce que c'est là que se fait les échanges économiques depuis très longtemps. C'est une monnaie qui est complémentaire, donc la vocation, ce n'est pas de remplacer l'euro, mais d'avoir une partie de son pouvoir d'achat qui est dépensée localement avec cette monnaie-là. Et c'est un projet qui est citoyen, donc qui est porté par des citoyens, des professionnels et bientôt maintenant aussi des collectivités, car on se repose sur ce triptyque pour développer la monnaie. Si on peut avancer, s'il vous plaît. On est parti de plusieurs constats. Je vais passer rapidement dessus, mais la désertification des petits commerces, la délocalisation de l'économie, des corps de métier qui disparaissent, le chômage, la pollution qui est due au transport, de toutes les denrées qu'on consomme qui est de plus en plus loin, la fragilité des systèmes d'échanges internationaux, la perte des liens sociaux, de la bipolarisation entre des entreprises multinationales qui produisent à l'échelle mondiale et des toutes petites structures. Donc, en partant de ce constat, on a plusieurs recherches qui ont montré, et c'est des exemples qui ont déjà eu lieu, à la sortie de la guerre aussi, par exemple, de passer par l'outil monétaire en fait pour aller s'attaquer à tous ces sujets-là. Parce que la monnaie, peu de gens se posent la question, mais c'est une institution qui repose sur la confiance et qu'on questionne peu. Et c'est là aussi que vient intervenir le projet. Donc, comme on peut le voir, on est présent sur ces 4 départements-là et on est porté par cette association qui porte la même monnaie. Donc, elle fonctionne jusqu'à Gap ou Briançon, sauf qu'il y a des associations qui sont présentes sur ces territoires-là pour aller démarcher du coup les professionnels adhérents et les particuliers pour les inviter à l'utiliser. On peut passer, s'il vous plaît. Du coup, le fait que ce soit un outil monétaire, ça a plusieurs avantages. La qualité principale, en fait, c'est que c'est un argent qui ne peut pas être déposé en banque. Donc, il va forcément circuler. Donc, la fonction première de la monnaie, c'est quand même de réaliser des échanges entre différents acteurs et non servir à la spéculation. C'est un argent qui ne peut pas se retrouver dans les marchés financiers ou autres. Il va rester forcément également sur le territoire circonscrit, donc, qui est la Provence dans notre cas. Et enfin, c'est encadré par la loi, dans la loi ESS de 2014, qui fait que chaque roue mise en circulation, nous, on récupère 1 euro, en fait. Donc, comme c'est la contrepartie pour la mise en circulation de cette monnaie locale, que nous, on place dans un compte bancaire qui est à la nef. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque éthique qui va aller financer des projets du territoire à plus-value sociale et environnementale. Ce qui permet d'un côté de garantir
le remboursement en euros de toutes les unités de monnaie locale en circulation, et d'autre part, d'augmenter la capacité de financement de la nef et d'aller financer des projets qui sont sur le territoire. On peut avancer, s'il vous plaît. Voilà, donc pour avoir quelques chiffres, on a 1000 professionnels dans la région, 3000 particuliers, 5 collectivités, c'est principalement du côté du Vaucluse, et aujourd'hui avec la mairie de Marseille. On a 200 000 roues, plutôt à 250 000 roues en circulation sur le territoire, et plus d'1,5 million qui ont été émises depuis la création de l'association. Donc, je précise juste, ça a été créé en 2011 dans le Vaucluse, mais vu qu'il y a ces associations, elles sont arrivées petit à petit avec 2014 Marseille et ainsi de suite. Donc voilà, on propose des services aux professionnels qui sont nos adhérents, qui vont être les personnes chez qui on va pouvoir dépenser cette monnaie. Donc ça va être un système de transaction qui est sans frais, une place de marché, parce qu'on en propose sur leur site internet, et une mise en réseau et de la visibilité. Donc, en fait, le principal atout de la monnaie, ça va être de créer un réseau d'utilisateurs engagés qui sont dans une démarche de transition écologique. C'est pour ça qu'on va les voir. Et après, de les faire travailler ensemble. Il y a plusieurs projets qui sont déjà montés à Marseille, notamment avec des producteurs régionaux qui ont dû fermer pendant le Covid les marchés. On leur a proposé de travailler avec des coursiers à vélo solidaires qui sont adhérents aussi pour qu'ils puissent faire de la livraison à domicile et qu'ils puissent écouler leur production. Donc, on est un peu un catalyseur d'initiatives sur le territoire. Aujourd'hui, on travaille plutôt avec des petites structures, mais l'idée, là, c'est d'aller chercher des entreprises de taille de plus en plus importante pour monter des projets à l'échelle régionale. On peut avancer, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les monnaies locales, ce n'est pas un phénomène ponctuel comme ça qui est apparu, mais c'est vraiment structuré. Donc déjà, nous, à Marseille, on est structuré au niveau régional avec les autres associations porteuses de la roue. Après, il y a 80 monnaies locales en France qui sont dans une fédération qui s'appelle le Mouvement Sol, qui va aller faire de la recherche de fonds pour les monnaies locales, du plaidoyer au niveau des ministères, et faire de la mutualisation sur les bonnes pratiques et le centre de ressources, ainsi de suite. Et aussi, on a mis en commun au niveau des monnaies locales les outils informatiques qui servent à la gestion des monnaies. Donc, évidemment, vu qu'on a une monnaie, tout ce qui est comptabilité et identification des utilisateurs est très encadré. Donc, on a besoin d'outils puissants pour s'en servir au niveau informatique. Et ça, c'est ce que fait Loca Valuto, donc une autre association qui a été fondée par un des membres de la roue à Marseille, justement, avec d'autres monnaies locales, et qui développe aujourd'hui aussi une application de paiement numérique, parce qu'aujourd'hui, les billets, la roue n'est qu'en billets papier, mais début 2022, on va lancer une application de paiement mobile. Voilà, ça c'est la carte de toutes les monnaies locales en France, donc on peut voir que ce n'est pas un phénomène qui est propre à Marseille, mais un vrai phénomène national qui a de plus en plus d'ampleur et qui se structure encore. Il y a 2 semaines, il y avait les rencontres nationales des collectivités des monnaies locales où des élus de la majorité à Marseille ont pu participer. Donc voilà, il y a un vrai phénomène qui se met en place. On peut avancer, s'il vous plaît. Du coup, pour parler principalement d'écologie, bien qu'il y ait d'autres aspects qui rentrent en jeu avec la monnaie locale, on peut identifier vraiment 3 axes où on a un impact direct, qui va être du coup une consommation locale et responsable pour les particuliers, la relocalisation des activités économiques et des filières grâce à cet ajout monétaire justement sur ces producteurs et artisans, commerçants du territoire, et un renforcement du coup des filières locales et l'investissement dans ces projets grâce à la nef aussi, qui est notre partenaire, que je vais détailler ensuite. Pour avancer, s'il vous plaît. Donc voilà, sur la consommation locale et responsable, le principe même de la monnaie locale, ça va être donc des particuliers récupèrent cette monnaie locale et pourront ensuite la dépenser que dans certains types de commerces, qui seront des commerces adhérents. Et donc, on sera loin des multinationales ou des ventes sur les plateformes en ligne. Donc, on va être sur des gens qui travaillent avec leur territoire, avec des producteurs locaux et qui ont du savoir-faire. Donc, c'est ça qu'on va mettre en avant. Et il y a le Mouvement Sol, du coup, comme j'ai expliqué, qui est la Fédération nationale de monnaie locale, a fait un gros travail d'enquête pendant 1 an et demi, qui a permis de nous sortir quelques chiffres que je pense intéressants.
qui est que 55% des adhérents des monnaies locales vont augmenter leur consommation de produits locaux et durables et de produits bio, et vont s'éloigner du coup des plateformes de vente en ligne et des grandes surfaces. Donc ça va être directement sur la consommation. Après, il y a l'aspect du coup de la relocalisation de l'activité, qui est la diapositive suivante. Donc voilà, nous, notre travail, particulièrement à Marseille, qu'on a impulsé, c'est de créer vraiment des synergies entre tous ces acteurs de la transition en créant des flux économiques entre eux. Donc, c'est un vrai travail d'accompagnement qu'on réalise, principalement bénévolement aujourd'hui, pour que la monnaie circule et qu'il y ait le plus grande offre de services payables en monnaie locale, et qui soient aussi des prestataires qui soient dans une démarche de transition et qui ont une empreinte carbone faible. Pour finir, on va avancer, du coup, vu qu'il est déjà 30, on va avancer un peu. L'amélioration des pratiques. Voilà, donc l'application numérique qui arrive, donc qui va être le principal outil de développement, qui va permettre un accès plus simple pour les particuliers, une mesure des flux sur le territoire pour les collectivités et les financeurs. Et après, il y a tout un volet de synergie qu'on peut développer justement avec les collectivités, qui va être le fait d'accepter le paiement de certains services publics locaux, le paiement d'une partie des indemnités des élus en monnaie locale pour montrer l'engagement, et les subventions aux associations, des appels à projets payables en monnaie locale, ce qui permettrait de s'assurer que la commande publique, qui est un énorme levier de transition écologique, puisse directement servir le territoire et que cet argent ne fuit pas au bout de quelques transactions et de sous-prestataires. Donc là, sur la chaîne de valeur, tous les acteurs seront des acteurs locaux. Et voilà, sur la commande publique aussi, ça peut être intéressant. Il y a aussi une question de pouvoir d'achat qui est d'abonder la conversion, pour, au lieu d'avoir pour 10 euros 10 roues, d'en avoir 12 et donner du pouvoir d'achat aux citoyens pour qu'il aille ensuite le dépenser directement sur le tissu économique local. Donc voilà, ça c'est une des possibilités qu'offre la monnaie locale, et c'est un vrai outil de transition qui est transversal. On va pouvoir parler d'alimentation, de gestion des déchets, de mobilité, d'éducation populaire, et être un vrai appui en fait pour les collectivités qui souhaitent faire des politiques publiques sur leur territoire, et d'avoir cette garantie que l'argent investi servira directement les acteurs locaux. Voilà. Merci infiniment, Barthélémy, et l'ensemble des contributeurs de cette webconf. Je vais peut-être rendre la parole à Gaëlle, si vous êtes toujours là. Oui. Oui, je suis toujours là. On va rédiger des réponses dans le laps de temps. Ça marche. Merci beaucoup à tous.